Bienvenue dans cette vidéo de la Maison du cinéma asiatique. Aujourd'hui, nous allons découvrir un univers uchronique développé en multimédia sur une période de plus de 20 ans par un des réalisateurs d'animation les plus célèbres du Japon, Mamoru Oshii. Il s'agit de la saga des Kerberos Panzer Corps. Kerberos est la transcription japonaise de Cerbère, le chien à trois têtes gardien des enfers dans la mythologie grecque, symbole de l'unité dont il est ici question. La saga décrit un Japon qui aurait rejoint le Royaume-Uni et la France dans leur lutte contre l'Allemagne nazie durant la Seconde Guerre mondiale. Toutefois, le conflit aurait tout de même été perdu et l'archipel occupé par les forces allemandes. La reconstruction difficile qui suivit, avec une priorité donnée à un développement économique rapide et les nombreuses inégalités qu'une telle politique créa, engendra de nombreuses manifestations et émeutes contre laquelle la police fut rapidement dépassée. Pour y faire face, le gouvernement créa une unité spéciale dotée d'armures de combat, les Kerberos Panzer Corps. Ces fameuses armures n'ont pas été designées par Oshii, mais par Yutaka Izubushi, et sont devenues rapidement le symbole de l'univers des Kerberos, sa signature visuelle. Son impact a d'ailleurs pu générer des attentes forcément déçues dans le traitement qu'en fit Oshii pour ces histoires. Il est d'ailleurs amusant de remarquer que la première apparition de l'univers ne se fit pas par un médium visuel, mais, bien au contraire, eut lieu à la radio, en janvier 1987. Intitulé While Waiting for the Red Spectacles, ce drame radiophonique était conçu comme un prologue au film Lunettes Rouges, qui allait sortir sur les grands écrans du pays un mois après. D'une durée totale d'un peu plus de 30 minutes, répartie en 5 épisodes, il fut écrit par Oshii et soutenu par une composition de Kenji Kawai. On y suit Koichi Todome, un ancien membre des Kerberos qui s'est enfui à Taïwan suite à la dissolution violente de son unité durant la révolte des Kerberos, un événement au cœur de l'univers décrit par Oshii et qui reviendra régulièrement dans les œuvres subséquentes. Un mois plus tard donc, Lunettes Rouges sortit sur les grands écrans nippons. A noter qu'il s'agit du premier film live de son auteur, Mamoru Oshii, coécrit avec son comparse habituel de l'époque, le scénariste Kazunori Ito. Situé en 2001, on y suit à nouveau Koichi Todome, de retour à Tokyo 3 ans après le jugement des Kerberos pour leur tentative de coup d'État, afin de trouver ce qu'il est advenu de ses anciens camarades. En tant que film fondateur de la mythologie Kerberos, Lunettes Rouges est un morceau assez difficile à avaler. Le contexte uchronique n'est pas détaillé, et seuls les événements menant à la révolte des Kerberos et certaines de ses conséquences sont rappelés en introduction via quelques textes rapidement assénés. Pour ne rien arranger, Oshii choisit de traiter son histoire de manière mi-comique, mi-expérimentale. L'occasion pour lui de citer certains de ses cinéastes favoris, de Chris Marker à Andrei Tarkovsky. Comme première véritable introduction à l'univers des Kerberos, l'émission radiophonique étant par définition incapable de sortir des frontières japonaises, Lunettes Rouges ne fait qu'effleurer son potentiel et ressemble davantage à un suicide commercial de son auteur. Heureusement, cela ne marqua pas le coup d'arrêt de sa carrière, et Oshii, obstiné, continua à développer son univers, mais cette fois via un autre médium, le manga. Publié entre 1988 et 1990 et dessiné par Kamui Fujiwara, Kerberos Panzer Corps est une collection de 4 histoires censées se passer avant la révolte des Kerberos. La première suit Toru Inoue, une jeune recrue des Kerberos qui hésite à tirer sur une civile et doit en subir les conséquences. La seconde a pour protagoniste Hachiru Kishu, un pilote d'hélicoptère membre d'une unité aérienne test des Panzer Corps. Mais celle-ci fait l'objet de vives critiques de la part des autres organisations chargées du maintien de l'ordre qui craignent la nouvelle puissance de feu dont pourraient disposer les Kerberos. Le troisième chapitre décrit une rencontre entre officiers de la police régulière et des Panzer Corps, suggérant la possibilité de fusionner les deux entités. Enfin, le dernier chapitre décrit 2 interventions par les Kerberos. La première, une prise d'otage dans une ambassade, la seconde, une prise d'otage dans un avion. Après la tentative maladroite qu'étaient les Lunettes Rouges, le manga parvient enfin à poser les bases nécessaires à une meilleure compréhension de l'univers des Panzer Corps. On comprend qu'on a affaire à un monde très politisé, riche en tractations et coups fourrés, ponctué d'éclairs de violence. S'en dégagent également d'autres thèmes majeurs, la notion de morale personnelle et de libre arbitre face aux enjeux d'un tel contexte, la loyauté envers le groupe, des notions qui continueront à être développées dans les œuvres subséquentes. Fort de cette meilleure base, Oshii continua dans sa lancée en réalisant Stray Dog en 1991, une préquelle à son premier long métrage live. On y suit un ancien Kerberos du nom de Inoue qui part à Taïwan afin de retrouver Koichi Todome, le héros des Lunettes Rouges. Il est en fait téléguidé par la force de sécurité publique qui veut mettre la main sur Koichi et le ramener au Japon. Comparé à Lunettes Rouges, Stray Dog correspond davantage à l'idée qu'on se fait d'un film situé dans l'univers des Kerberos. Le ton y est en effet bien plus sérieux, et certaines séquences,
l'introduction mettant en scène la fin de la révolte des Kerberos, ou bien la fusillade finale où Inoue revêt son armure, parviennent à marquer les esprits. Malheureusement, entre ces deux belles scènes, il y a un film lent et bavard qui peine à nouveau à trouver l'angle juste pour raconter son histoire. On se rapproche du but, mais ça n'est pas encore ça. Entre 1999 et 2000, Oshii enrichit le manga de 4 chapitres supplémentaires. Dans le premier, on fait la connaissance de Tetsuro Kai, un policier qui infiltre les Kerberos, mais développe des sentiments pour sa formatrice, Washio Midori. Dans le suivant, un Kerberos du nom de Shuichi Koshiramaru se retrouve impliqué dans le meurtre d'un commerçant. Il est arrêté par la police et des rumeurs sur une conspiration anti-Kerberos commencent à circuler. Le 7e chapitre traite de l'arrivée d'une délégation allemande au Japon. Une foule s'est réunie pour manifester contre et la police est rapidement dépassée. Les Kerberos interviennent mais font des dizaines de morts. Suite à cet événement, le gouvernement ordonne la dissolution de l'unité, mais celle-ci entend bien ne pas se laisser faire. L'ultime chapitre décrit dans le détail les fameux événements de la révolte des Kerberos. Durant la même période sortit Jinro, réalisé par Hiroyuki Okiura. Le film fut l'objet d'un long processus de production. Originellement destiné à être une adaptation en OAV du manga, Okiura devait en réaliser le 3e épisode. Mais le projet se transforma en long métrage d'animation avec Okiura à la réalisation et Oshii au scénario, après que Kazunori Ito ait refusé de le faire. Certaines sources parlent d'un projet original de film live, mais dans une interview revenant sur la production du film, Oshii n'en dit rien. L'histoire a lieu bien avant la révolte des Kerberos dans les années 1950. Kazuki Fuse est un membre de l'unité qui, lors d'une intervention contre des membres de l'organisation dite la secte, hésite à abattre l'une d'entre elles, qui finit par se suicider en faisant exploser la bombe qu'elle porte. L'incident perturbe Fuse et il rencontre un peu plus tard la sœur de sa victime, Kei. Une relation se développe entre les deux, mais des machinations politiques ont lieu dans l'ombre. Tout médium confondu, Jinro est sans nul doute le chef-d'œuvre de l'univers des Kerberos. Partiellement basé sur la première histoire du manga, Okiura et Oshii l'enrichissent considérablement en utilisant le conte du petit chaperon rouge comme parallèle pour les personnages principaux. Mais surtout, tout en conservant les fondamentaux de l'univers Kerberos, à savoir intrigues politiques, questionnements moraux et visuelles tendances allemands passées à la moulinette créative japonaise, le duo prend le temps de développer des sentiments chez ses personnages, des sentiments amoureux. Cet effort d'humanisation intensifie l'impact du drame, le rendant encore plus injuste et mémorable. La qualité de l'animation, Okiura était un animateur réputé ayant travaillé sur des productions aussi importantes que Akira et Pat Labor avant de passer réalisateur, et la musique de Hajime Mizoguchi, emplie d'une tristesse insondable, achève de faire de Jinro le meilleur film de l'univers des Kerberos et un des meilleurs films d'animation tout court. Entre 2003 et 2005, un nouveau manga sur les Kerberos fut publié sous le titre Kerberos Saga Rainy Dogs, toujours écrit par Oshii, mais avec Mamoru Sugiura au dessin. On retrouve Koichi Todome, après la révolte des Kerberos, dans sa traque de Eito Kurosaki, l'homme qui trahit les Kerberos à la police lors de la tentative ratée de coup d'état. Une histoire aux accents plus parodiques est également présente. En 2006, l'univers des Kerberos revint à son médium de naissance, la radio, avec Kerberos Panzerjäger, l'opportunité d'explorer davantage l'Uchronie fondatrice. On comprend que l'Allemagne a connu un certain nombre de succès grâce à la création d'armures de combat qui formeront la base de celle des Kerberos. Divisée en 4 actes, l'action se situe en septembre 1942. On y suit la capitaine Maki Stauffenberg, nièce du colonel von Stauffenberg, qui se rend sur le front de l'Est, à Stalingrad, afin de réaliser un film de propagande consacré à la 101e Panzerjäger. La dernière incursion dans l'univers des Kerberos a eu lieu en 2017. Kim Ji-woon, le réalisateur coréen de Le Bon, la Brute et le Cinglé ou du Dernier Rempart, était intéressé par l'idée de faire une adaptation live de Ghost in the Shell. Les droits ayant déjà été cédés à Hollywood, il jeta son dévolu sur une autre œuvre liée à Oshii, Jinro. Il sortit donc sa version de l'histoire, Ilang, la Brigade des Loups, dans laquelle Oshii ne fut pas impliqué. Son film suit fidèlement les événements décrits dans le long métrage de Okiura à 2 exceptions près. D'abord, il réécrit l'univers pour qu'il soit transposé en Corée du Sud. Une initiative logique et qui a un terrain propice. Après tout, contrairement au Japon, la Corée du Sud d'après-guerre a, elle, bien connu une dictature militaire. Il y avait de quoi puiser dans cette expérience pour l'adapter à l'univers des Kerberos. Mais Kim Ji-woon fait le choix étrange de connecter cela avec la Corée du Nord, dans une union des deux pays qui tient plus du souhait de son auteur qu'à une tentative de politique fiction crédible. Tout aussi discutable est le deuxième changement qui a lui lieu à la fin.
Le cinéaste décide en effet de terminer son film par un affrontement martial entre Im et Jang, donnant lieu à un happy end. Une approche en contre-pied complet avec l'esprit très noir de l'univers des Kerberos et qui sonne complètement artificiel. A noter que Oshii a également fait plusieurs crossovers entre l'univers des Kerberos et celui des Tachiguishi, les écumeurs de fast-food, mais nous ne développerons pas cet aspect ici. Quand on reprend l'ensemble des œuvres liées à l'univers des Kerberos et l'intérêt que celui-ci génère, on constate un étonnant paradoxe. Une bonne part de l'attraction vient du design de l'armure des Panzerkorps eux-mêmes. Son apparence, croisement entre uniforme nazi et caractéristiques empruntées au mecha, dégage une impression de puissance et d'intimidation déshumanisée. On y associe mécaniquement un monde sombre et violent. Or, les choses sont en réalité bien différentes. Les histoires proposées par Oshii ne font pas la part belle à l'action, bien au contraire. Ceux qui espèrent voir des combats titanesques face à ces surhommes en seront pour leurs frais. Il y a bien quelques séquences d'action, mais elles sont rares et ne cherchent pas vraiment à générer de l'excitation. Elles sont davantage des conclusions tragiques aux histoires développées. À la place, ce qui est proposé, ce sont à la fois des intrigues politiques et des drames humains. Alors qu'on associe les Kerberos à de sortes de super gardiens d'une dictature impitoyable, le monde décrit par Oshii n'est finalement qu'une variation un peu plus extrême du Japon de sa jeunesse, celui de la fin des années 1960-1970. Il n'y a en effet pas de dictateur hitlérien ici, ou en tout cas on ne le voit pas explicitement. Tout au plus peut-on deviner un système plus autoritaire, mais un certain état de droit et des contre-pouvoirs semblent exister. Les mouvements protestataires qui agitent ce Japon uchronique sont finalement très proches de notre Japon passé, celui où manifestations étudiantes, conflits syndicaux et actions musclées par le Sekigun, l'armée rouge japonaise, étaient monnaie courante. Certains ont vu dans la révolte des Kerberos une variation autour de l'incident de Kyujo, l'ultime tentative d'une partie de l'armée japonaise de continuer la guerre en 1945. Mais on peut également trouver des parallèles avec la prise d'otage de Asama Sanso, le dernier baroud de l'armée rouge japonaise. En créant son propre univers, où il peut également exprimer sa fascination pour les régimes autoritaires, Oshii modernise et universalise les interrogations morales auxquelles il a dû faire face ou a été témoin durant sa jeunesse, avec une différence de taille. Alors que durant les années 1960-1970, il était du côté des forces contestatrices, il choisit dans ce Japon parallèle de suivre ceux qui protègent le pouvoir en place. Il est en effet intéressant de remarquer qu'on en sait finalement très peu sur les objectifs exacts des différents mouvements terroristes gauchistes et que ces membres ne sont que des figures très secondaires dans les différentes histoires proposées. Il semble douteux que Oshii ait fait un 180 degrés sur ses orientations politiques. Mais les interrogations liées à un tel point de vue semblent être en phase avec sa fascination envers les systèmes autoritaires et les conflits humains que servir de tels régimes implique. Au centre de l'univers des Panzerkorps, on trouve le thème de la déshumanisation. Déshumanisation par le groupe, par le contexte politique, par les outils mis à la disposition des serviteurs du pouvoir ou de ses opposants, ou comment l'homme devient un loup pour l'homme. Saga inégale mais véritable œuvre d'auteur multimédia, les Kerberos ont influencé d'autres artistes. En premier lieu, les créateurs de jeux vidéo. Ainsi, Killzone, Operation Darkness ou encore les dernières itérations de Wolfenstein comportent tous des personnages au design proche de celui des Panzerkorps. Les cinéastes, ou tout du moins les designers qui ont travaillé pour eux, ont également puisé dans le visuel créé par Yutaka Izubushi pour leur création. Citons ainsi Phantom Soldiers de Teddy Page, le Sucker Punch de Zack Snyder ou le Hitman de Xavier Jans. Pris dans la carrière plus globale d'Oshii, on constate que s'il s'agit bien de l'œuvre de sa vie, celle dont il a la pleine paternité et sur laquelle il est constamment revenu, c'est aussi celle avec laquelle il a connu le moins de succès public. Lunettes Rouges et Stray Dog ont été des échecs. Les diverses émissions de radio et manga n'ont touché qu'un public confidentiel. Seul Jinro a eu, à juste titre, un certain retentissement, mais il doit en partager le crédit avec Okura. On peut toutefois penser que certaines des idées et des thèmes qu'il a développés pour cet univers ont infusé certaines de ses autres œuvres. Ainsi, Pat Labor 2 et son histoire de conflit entre forces de l'ordre face aux actions d'un groupe terroriste ne dépareilleraient pas dans l'univers des Kerberos. Reste que le plein potentiel de celui-ci reste encore à exploiter. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura donné envie d'explorer le fascinant univers des Kerberos Panzerkorps. N'hésitez pas à poster vos questions ou observations dans les commentaires, je ferai probablement une vidéo pour y répondre. En attendant, je vous dis à bientôt sur la Maison du Cinéma Asiatique.